Tu as 6 ans. Tu cours à travers l'allée parce que le moteur tourne déjà et que tu ne veux pas en rater une seule seconde. La poignée de porte demande une vraie traction, pas un geste doux, une vraie force. Et quand elle s'ouvre, un air chaud s'échappe avec cette odeur, du velours, un peu d'huile, quelque chose de légèrement sucré que tu ne pourras jamais nommer mais que tu reconnaîtras instantanément toute ta vie. Tu t'installes à l'intérieur, la porte se referme derrière toi avec un claquement sourd qui ressemble à un coffre-fort qui se scelle. Le rétroviseur vibre doucement à vitesse d'autoroute. L'embrayage a ses opinions. La direction veut une conversation. Maintenant, pense à la dernière voiture que tu as conduite. Elle fonctionnait parfaitement et pourtant, tu ne t'en souviens absolument pas. À quel moment conduire a-t-il cessé d'être quelque chose dont on se souvient ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre et ça va bien plus loin que la nostalgie. L'âge d'or était réel. Soyons clairs sur un point, l'âge d'or n'est pas un mythe et il n'a pas été inventé par des gens qui auraient oublié à quel point la rouille pouvait être terrible. De 1970 à 1990, les voitures françaises ont réellement joué au-dessus de leur catégorie sur la scène mondiale et les résultats sont là pour le prouver. La Peugeot 504 a remporté le rallye Safari d'Afrique de l'Est. Pas une version modifiée, pas une voiture d'usine déguisée. La 504, une voiture que des familles utilisaient pour aller faire leurs courses, était assez robuste pour survivre à des routes qui détruisaient tout le reste. L'Alpine A110 est arrivée au rallye Monte-Carlo de 1973 et a humilié des voitures conçues exactement pour cet objectif, parce qu'elle était plus légère que la concurrence et que les ingénieurs savaient ce que la légèreté pouvait accomplir. Et la DS ? La DS est arrivée au Salon de l'Automobile de Paris en 1955 et a stoppé la salle net. Les journalistes ont manqué de mots. Des acheteurs ordinaires ont versé des acomptes avant même de comprendre totalement ce qu'ils regardaient. Ce n'était pas des coups de chance. Les ingénieurs français de cette époque résolvaient des problèmes difficiles de manière originale et leurs solutions fonctionnaient. Le moteur PRV V6 est un bon exemple de cet état d'esprit. Peugeot, Renault et Volvo ont mis leurs ressources en commun pour construire un V6 tout en alliage, parce que l'ambition dépassait le budget d'une seule marque. 3 constructeurs, un moteur, et on peut discuter de l'exécution mais pas de l'intention. Et ce n'était pas seulement les modèles phares, c'est ce que les gens oublient. La 205 GTI n'était pas conçue pour les journées circuit ou comme un jouet du week-end. C'était une compacte traction avant que tu pouvais acheter pour à peu près le prix d'une berline familiale moyenne et elle tenait la route avec une précision qui rendait des voitures 2 fois plus chères ordinaires. Des acheteurs ordinaires recevaient des machines extraordinaires parce que les ingénieurs estimaient qu'ils le méritaient. Les performances sur le papier comptent, oui, mais ce n'était qu'un symptôme. Derrière cela, il y avait quelque chose de plus difficile à mesurer. Une philosophie qui disait qu'une voiture devait avoir un point de vue et que le conducteur devait le ressentir. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Une ingénierie avec un point de vue. Les ingénieurs français ne copient pas, ils avaient des opinions fortes. Et ces opinions finissaient dans le métal, que la direction les comprenne totalement ou non. Prenons la suspension hydropneumatique de la Citroën DS. L'objectif n'était pas seulement le confort, c'était de créer une voiture capable de réfléchir par elle-même, une voiture qui lit la route et s'adapte sans rien demander au conducteur. Le système utilisait des sphères remplies de fluide sous pression pour absorber les chocs avant qu'ils n'atteignent l'habitacle, et il se mettait automatiquement à niveau selon la charge, de sorte que la voiture reste à la même hauteur avec un passager ou 4. Cette attitude traversait toute l'époque, la BX, la Visa, la XM, des voitures qui flottaient sur le bitume dégradé pendant que leurs rivales allemandes transmettaient chaque fissure directement dans le siège. La XM est sortie en 1989 et faisait encore des choses avec sa suspension que les concurrents n'avaient pas comprises. Tu pouvais attaquer un virage, elle s'inclinait, s'ajustait, puis se stabilisait avec une fluidité presque biologique. Ce n'était pas du confort simulé, c'était intégré directement dans le châssis. Renault avait une obsession complètement différente. Les moteurs centraux dans des voitures qui n'avaient aucune raison d'en avoir. La R5 Turbo est arrivée en 1980 avec le moteur déplacé derrière le conducteur, des ailes élargies et un comportement capable d'humilier des vraies voitures de sport. Elle coûtait à peu près le prix d'une berline familiale bien équipée.
Quelqu'un chez Renault, dans un bureau à Billancourt, a regardé la R5, une petite citadine simple et sans prétention, et a décidé que les conducteurs ordinaires méritaient une tenue de route extraordinaire. Alors, ils l'ont construite. Le fait qu'elle soit légèrement folle est précisément ce qui la rendait honnête. Les détails de design rendaient tout cela tangible. La GS avait un volant à une seule branche, un choix si étrange qu'il est devenu une signature. La DS utilisait un compteur de vitesse à tambour rotatif, un cylindre qui défilait derrière une fenêtre au lieu d'une aiguille. Aucun de ces choix ne venait d'un focus group. Un focus group aurait tué chacune de ces idées avant midi. C'étaient des décisions avec une signature. Quelqu'un faisait un choix, l'assumait et il se retrouvait sur la route. Et les gens qui conduisaient ces voitures le ressentaient immédiatement. Ce que conduire signifiait vraiment. Toute cette philosophie d'ingénierie ne servait à rien si elle ne se ressentait pas dans le siège, le volant et les pédales. Elle s'y ressentait. Et à chaque fois, assieds-toi derrière le volant d'une 205 GTI et la première chose que tu remarques, c'est que la direction a du poids. Pas de la lourdeur, du poids. Ce n'est pas la même chose. Le volant te répond, te parle, te contredit légèrement quand la route penche du mauvais côté. Tu savais toujours exactement ce que faisaient les roues avant parce que la voiture ne cachait rien. Cette franchise rendait certains conducteurs nerveux. La 205 GTI avait la réputation de décrocher sous la pluie si tu levais le pied en plein virage, et cette réputation était méritée. Mais c'était aussi la preuve qu'elle était honnête. Elle ne filtrait pas la route, elle te la donnait brute et te faisait confiance. La CX, c'était l'expérience inverse, et pourtant tout aussi marquante. Là où la 205 GTI voulait une conversation, la CX voulait te transporter. Cette suspension hydropneumatique n'absorbait pas seulement les bosses, elle les effaçait avec une autorité telle que la route semblait optionnelle. À vitesse d'autoroute, la voiture s'abaissait légèrement, se stabilisait et suivait sa trajectoire avec presque aucune correction. Puis tu quittais l'autoroute pour une route secondaire dégradée et la suspension se recalait silencieusement, te faisant flotter au-dessus de la route comme si son état était le problème de quelqu'un d'autre. Tu ne contournais pas la route, tu la traversais. Les moteurs avaient un caractère qu'aucune fiche technique moderne ne peut capturer. La série XU, le 4 cylindres qu'on trouvait dans les 205, 309 et BX, n'était pas un monstre de puissance, mais il montait dans les tours avec une impatience presque humaine. Au-delà de 4000 tours par minute, il s'éveillait, tirait plus fort et produisait un son fin, urgent, totalement unique. Un moteur à carburateur, par matin froid, hésitait légèrement, puis se débloquait après quelques centaines de mètres avant de trouver son rythme. Tu sentais le moteur chauffer. Tu faisais partie du processus. C'est ça, le fil conducteur de toute cette époque. La possession comme participation. C'était des machines que tu pouvais comprendre, entretenir et même contredire. Tu pouvais monter un échappement sur une 205 GTI en un week-end avec des outils simples. Tu pouvais régler un moteur XU avec une cale d'épaisseur et un dimanche après-midi. La relation allait dans les deux sens. Et cette réciprocité faisait que tu connaissais ta voiture d'une manière presque impossible aujourd'hui. Les propriétaires des voitures françaises de cette époque n'ont pas seulement des souvenirs, ils ont des histoires. Une panne en Normandie à minuit, rentrer en roulant sur 3 cylindres et de la détermination. Une 504 en Afrique de l'Ouest qui roule encore après 40 ans parce que son propriétaire a appris chaque centimètre de la voiture par nécessité. Ce n'est pas du sentimentalisme, c'est une machine qui a mérité sa place. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Et surtout, à quel moment a-t-on cessé de remarquer qu'elle avait disparu ? Le tournant que personne n'annonçait. Personne n'a tenu de conférence de presse pour annoncer la fin de l'ère des voitures avec une âme. Il n'y a pas eu de modèle unique, pas d'année précise, pas de décision unique. Le changement est arrivé comme la météo, lentement, totalement et évident seulement une fois installé. Les années 90 ont apporté une pression massive dans toutes les directions. Les normes d'émissions se sont durcies, les règles de sécurité ont augmenté, les assureurs ont commencé à considérer la performance comme un risque. Tout cela était légitime, rien n'était négociable, et tout cela coûtait de l'argent qui allait auparavant dans la géométrie des suspensions et le caractère des moteurs. Les ingénieurs n'ont pas cessé de s'en soucier, les tableurs ont simplement cessé d'être d'accord. On le voit dans les matériaux, le chrome a laissé place au plastique, parce que le plastique était plus léger, moins cher et ne rouillait pas. Les cadrans analogiques ont été remplacés par des écrans LCD, futuristes en 1993 et dépassés en 1997. L'odeur d'huile chaude dans l'habitacle a disparu, remplacée par des moteurs cachés sous des capots plastifiés. Les garages, où l'on démontait des voitures le samedi, sont devenus des lieux où il n'y avait plus qu'une voiture, fiable, anonyme, personne n'en parlait. La stratégie des plateformes partagées a accéléré tout cela.
une architecture commune pour réduire des coûts, plusieurs badges sur la même base. Peugeot et Citroën ont commencé à partager non seulement des pièces, mais aussi des comportements fondamentaux. Quand la base est identique, la personnalité doit venir d'ailleurs, souvent du niveau de finition. Compare la 205 GTI à la 206, même marque, même position, mais contrat totalement différent. La 206 était compétente, fiable, sans histoire. Elle s'est vendue massivement parce qu'elle était facile à vivre, et c'était exactement le problème. La génération qui avait grandi avec la 205 a acheté des 206, a haussé les épaules et a cessé d'attendre plus. La génération suivante n'a jamais su ce qu'elle avait perdu. La Citroën Xara gardait encore un peu de l'ancienne étrangeté, un léger flottement hydraulique, une impression que la voiture pensait encore à la route. Mais le Picasso de 1999 était différent, rationnel, utile, construit autour d'un cahier des charges, pas d'une vision. L'âme n'a pas suivi. Renault a suivi le même chemin. La Mégane a remplacé la 19. Le châssis est devenu plus doux à chaque génération. Le PRV V6 a disparu en 2000, remplacé par des moteurs standardisés sans histoire. L'ambition ne s'est pas arrêtée brutalement, elle s'est réduite lentement. Et peu à peu, la route elle-même a cessé d'accepter ces voitures. Puis les villes ont changé aussi. Les vignettes critères en sont apparues. Les zones à faible émission se sont étendues. Les voitures autrefois omniprésentes, 504 diesel, Renault 19 fatigué, BX vieillissantes, sont devenues indésirables dans les villes où elles avaient été construites. Le plus étrange n'était pas la réglementation, c'était l'émotion. Une 504 a traversé l'Afrique et est revenue roulante. Une DS a stoppé un salon automobile entier. Une R5 a mis le plaisir de conduire entre les mains de gens ordinaires. Et aujourd'hui, certaines de ces voitures restent garées à l'extérieur des villes, comme des objets d'un pays qui ne sait plus quoi faire de sa mémoire. En mai 2026, le Conseil constitutionnel français a annulé la suppression des ZFE pour des raisons procéduriales. Les zones sont restées, les vignettes sont restées, les voitures aussi. Personne n'a annoncé la fin de cette époque. Elle est simplement devenue plus difficile à voir. Et puis, les écrans sont arrivés. Confort moderne, âme absente. Les écrans sont arrivés et le dernier débat physique a disparu. La climatisation est devenue un menu, les commandes essentielles sont passées derrière du verre. Tu dois quitter la route des yeux pour interagir avec ta voiture, et quand tu fais ça, tu ne redessines pas un tableau de bord, tu coupes la conversation. Et c'est là la vérité d'aujourd'hui. Les voitures françaises sont meilleures sur presque tous les chiffres, plus sûres, plus propres, plus efficaces, plus fiables. Le moteur PureTech d'une Peugeot 208 moderne est une prouesse que les ingénieurs du XU auraient admirée. Mais il ne raconte rien, il fait son travail, et c'est tout. Un Peugeot 3008 est un bon produit. Tout fonctionne, tout est propre, tout est confortable. Mais il n'a pas de position, il ne réagit pas, il ne parle pas, tu le conduis, et il t'oublie. Le public des voitures à caractère n'a pas disparu, il a juste vieilli, et l'industrie a décidé qu'il ne comptait plus autant. Pas un scandale, pas un échec, juste une série de décisions rationnelles, une par une, toutes logiques, toutes fatales, tout ensemble. Conclusion, pourquoi ça compte encore ? La 205 a rouillé, la DS a fui, la R5 Turbo a effrayé ceux qui n'étaient pas prêts. L'âge d'or n'était ni confortable, ni pratique. Mais ces voitures demandaient quelque chose, elles engageaient une relation, et c'est ça qui a disparu. Pas la puissance, pas le chrome, pas même l'odeur, mais le lien. Et peut-être que c'est pour ça qu'une vieille française aujourd'hui attire encore le regard. Parce qu'elle semble humaine dans un monde de plus en plus lisse. Tu le sens quand tu tires cette poignée de porte lourde et que tu entends ce claquement. Quelqu'un a pris une décision, quelqu'un avait une opinion. Et peut-être que c'est pour ça que la question des villes où ces voitures peuvent encore entrer est devenue plus importante que de simples règles d'émission. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas seulement de voitures, il s'agit de préserver une sensation, celle qu'une voiture est quelque chose avec lequel on a une relation, et pas seulement un service auquel on s'abonne. Quelle est la dernière voiture française qui t'a fait ressentir quelque chose ? Mets-le en commentaire. Abonne-toi pour d'autres histoires du garage français et on se retrouve dans la prochaine vidéo.